C'est parti pour ce grand direct, messieurs et dames, bienvenue à tous. À l'issue d'une réunion tenue ce jeudi 17 août, le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique a confirmé la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 pour ce vendredi 18 août. Et pour permettre aux jeunes déplacés de guerre d'être utiles à la nation, des formations en ambulatoire seront organisées dans les camps de déplacés. Déclaration faite par la ministre de la fonction professionnelle et métiers au Nord Kivu. À Kolwezi, la société civile, les chefs des secteurs ainsi que des hommes et femmes des médias ont été conviés à un atelier de réflexion sur les droits d'accès à l'électricité et la protection des droits humains dans le secteur énergétique ce jeudi 17 août. Les détails à découvrir dans ce grand direct. Encore une fois, bienvenue, messieurs et dames. Comme annoncé, le ministre national de l'EPST a confirmé ce 17 août, à l'issue d'une réunion, la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 pour ce vendredi 18 août. Selon Tony Mwaba, l'annonce de ces résultats se fera par groupe de 6 provinces éducationnelles, extrait choisi par Léo Kingu. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi le 18 août. J'ai cru entendre qu'on était en retard, mais je précise ici qu'il y a une pratique depuis un moment où les examens d'État, les résultats sont publiés un mois après la passation de l'épreuve, mais aujourd'hui, comme ça sera annoncé ou publié demain, même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que les retards voudraient dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Donc voilà, dès demain, les publications démarrent. Aujourd'hui déjà, les lauréats seront connus. Nous avons 26 provinces administratives, 60 provinces éducationnelles, mais nous allons procéder par groupe de 6 provinces éducationnelles, par 6. Comme ce sont les télécoms qui nous accompagnent, pour ne pas saturer les réseaux, nous commençons par 6 et les lundis encore 6. Après chaque 2 jours, nous allons publier au moins 6 provinces. Mais avant les publications, les lauréats seront toujours connus quelques heures avant. Et au cours du briefing du mercredi 16 août à Kinshasa devant la presse, le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Kenge, a indiqué que les ADF de plusieurs nationalités ont été neutralisés, un réseau de leur ravitaillement démantelé, des groupes armés déstabilisés. Le porte-parole de l'armée parle des acquis de l'état de siège. Malheureusement, dit-il, l'agression rwandaise a tout remis en cause. Il le dit dans cet extrait. En termes d'acquis, on a d'abord circonscrit ces menaces, que ce soit en Ituri qu'au Nord Kivu. Il y a des opérations qui ont été menées. Il y a eu beaucoup de rendus de la part des groupes armés locaux. Tout cela a permis à ce que nous puissions réouvrir certaines routes des opérations militaires. Et la pression a été telle que on a neutralisé un grand nombre, surtout d'ADF et de membres des groupes armés. Les collaborateurs des ADF, beaucoup ont été arrêtés. Nous avons anéanti quasiment les réseaux de ravitaillement, de recrutement
le réseau des collaborateurs dans la ville de Beni, dans la ville de Butembo et un peu partout. Et il y a beaucoup d'ADF qui ont été neutralisés. Il y en a qui ont été arrêtés, qui sont ici. Et il y en a qui ont été neutralisés. Vous comprenez, le terme neutralisé, c'est un terme en vogue, pour ne pas dire tué. Et malheureusement, cette situation a été perturbée par l'agression rwandaise qui a permis d'occuper des pans de notre territoire, le territoire de Rutshuru, de Nyiragongo et de Masisi, et l'armée a été obligée de faire des ponctions, de faire des prélèvements au niveau de l'Ituri, au niveau de Beni et au niveau d'autres provinces, au point qu'il y a eu des zones lacunaires qui sont restées, et malgré ça, l'armée a fait son travail. Et dans le but, et à l'issue de la table ronde tenue à Kinshasa, dans le but d'évaluer l'état de siège, plusieurs participants ont souhaité la levée de cette mesure dans le Nord Kivu et l'Ituri. Quel mécanisme ou stratégie faudrait-il mettre en place pour arriver à contenir la crise sécuritaire après la levée de l'état de siège? Tentative de réponse avec les analystes politiques dans ce récit de Linda Kalenga, rendu par Gas Kalong. Fanuel Kachala est de ceux qui pensent que l'état de siège n'est pas une mauvaise mesure. Celle-ci a plutôt connu un souci. Ce régime n'a pas atteint son objectif. L'ennemi a compris les systèmes de G. Au début, l'état de siège avait porté quelques fruits et des bons résultats. Et juste après, c'était chaotique. Théo Mafo et Apollinaire pensent le contraire. Le siège est là, notre armée ne faisait que reculer. Il n'y avait pas cette détermination, cet engagement ferme pour que nous puissions contraindre les ennemis. Nous avons certains partenaires, comme la MONUSCO, comme l'EAC, n'est-ce pas, et comme tant d'autres qui sont là. Mais les choses n'avancent pas. Le pouvoir est entre les mains des civils. Hein, ils vont même identifier les rebelles parce que vous savez qu'ils sont habitués à ce genre de situations. Donc ils connaissent déjà là où c'est dangereux ou là où il n'y a pas... là où c'est pas dangereux. Pendant que plusieurs Congolais sollicitent la levée de l'état de siège, l'insécurité interminable dans les deux provinces reste une question épineuse. Quelle stratégie permettrait de la contenir? La stratégie, c'est requinquer l'armée. Il faut d'abord faire la cure de la cour, n'est-ce pas? Et s'engager avec une volonté ferme, demander à ce peuple, armer ce peuple, les former pour un temps, les renvoyer au fond. Il faut compter sur le nombre et aussi il faudrait d'abord qu'on arrête le train-train de la vie pour qu'on mette le paquet de ce côté-là et en finir une fois pour toutes. Et repenser aussi surtout la présence de nos partenaires. Il faut changer de deal, il faut changer de marché avec nos amis là-bas. Le noyau de la sécurité de la République puisse être installé au Nord Kivu. Je peux même dire que le cœur de l'armée de la République puisse être installé là-bas afin de répondre immédiatement aux attaques de l'ennemi. Même si la levée de l'état de siège est l'idéal pour la majorité de participants à la table ronde, la dernière décision viendra du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Autre chose, réagissant aux propos de Corneille Nangaa sur la présence des FDLR au sein de la garde républicaine de la RDC, le porte-parole du gouvernement a indiqué au cours d'une conférence de presse tenue le 16 août que les propos de Corneille Nangaa sont d'une extrême gravité pour lesquels il peut même être appelé à répondre devant la justice. Patrick Mouyaya est dans cet extrait. Bon, écoutez, c'est une déclaration qui me fait rire. Je pense qu'il y a moyen pour lui, et je le lui dirai aussi, de se reconvertir en politique. Mais pour se reconvertir en politique, il faut savoir s'informer. Et savoir s'informer à un tel niveau de responsabilité, c'est un exercice minimum. Pour ne pas justement faire le relais des propos qui sont d'une extrême gravité, et pour lequel il peut même être appelé à répondre devant la justice.
Parce que vous savez, et ce n'est pas la première fois que je veux le dire ici, le président de la République a déjà plusieurs fois tenu de réunions d'état-major à certaines, j'ai été associé, où il a dit de manière claire et ferme que aucun officier de forces armées de la République démocratique du Congo ne peut collaborer avec une quelconque force négative. Ici, c'est un ensemble, donc tout ce que vous pouvez avoir comme assemblage de groupes Maï-Maï, etc., et surtout pas avec les FDLR qui sont des forces génocidaires qui, je dois le rappeler, tuent d'abord les Congolais. Alors, comment vous pouvez penser que l'on intègre dans l'unité d'élite qui s'assure de la sécurité du président de la République de forces comme celle-là? Et comment, intellectuellement, vous pouvez soutenir une telle initiative? Si c'est né, et c'est compréhensible par rapport au contexte électoral, vouloir verser dans la diabolisation et dans la basse politique. J'espère qu'ils pourront, comme je l'ai dit souvent, quitter la périphérie et venir sur des vrais sujets. Je voudrais me faire compléter sur cette question par les générales, qui peut nous dire un peu plus, parce que lorsqu'on parle de la collaboration de forces armées de la République démocratique du Congo avec de forces négatives, on en parle pour certains, et c'est l'argument du Rwanda, pour dire, écoutez, parce qu'il y a des FDLR, nous avons une force terroriste des M23 qui tue, qui massacre, qui viole de manière décrite par les rapports, que ce soit de Human Rights Watch ou des experts des Nations Unies. Mon général. Et puis le dépôt des recours contre la décision de la CENI rejetant certaines candidatures aux élections de députés nationaux a été clôturé mercredi 16 août 2023 à la Cour constitutionnelle. Concernée par cette situation, la plateforme politique RASOP sous la présidence de Joseph Olenga-Nkoy a aussi déposé sa requête et croit en une suite favorable auprès de cette haute instance judiciaire. Suivez. Même dans le désordre total, c'est-à-dire dans lequel nous fait vivre les autorités actuelles de la CENI, qui sont animés de mauvaise foi et d'un esprit de nuire et de plonger le pays dans une situation chaotique, ces autorités jouent au jeu de l'exclusion totale. Ces autorités de la CENI militent suffisamment pour la disparition des partis politiques ainsi que de leurs regroupements politiques au profit des indépendants et des partis qui leur sont en amitié. Nous pensons que la justice que nous avons saisie hier en déposant notre recours devant la Cour constitutionnelle va les aider à quitter la jungle pour revenir de façon humble sur les rails de la vraie démocratie qui va légitimer les institutions politiques prochaines. Le RASOP ne se laissera pas faire devant une gabégie de cette ampleur. Et le RASOP garde en lui toute la vigueur des années 2000. Et il mènera un combat non armé et juste pour que la démocratie triomphe dans ce pays, que les lois de la République et même la loi électorale soient respectées. On va encore parler de la justice dans ce journal. Le procès de Salomon Idi Kalonda s'est ouvert ce jeudi à la cour militaire de Gombe et siégeant en foraine à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Parmi les charges qui pèsent sur ce procès, et plutôt sur ce proche de Katumbi, il y a la trahison et le complot avec des officiers rwandais. Selon son conseil, l'accusation du pistolet à l'origine de son arrestation et sa détention irrégulière était fausse.
pour Maître Hervé et Diakessé. Toutes les autres accusations sont postérieures à l'accusation du pistolet. Il dit qu'ils vont démontrer l'inexactitude du ministère public. Suivez Maître Hervé Diakessé, rapporteur du collectif des avocats, dans cet extrait. Cet ensemble des faits sont des accusations postérieures à la raison initiale pour laquelle on l'avait interpellé et qui avait même fait l'objet d'une conférence de presse. Et issu d'une détention irrégulière d'un ensemble d'accusations que nous allons en temps utile démontrer la fausseté au même titre que l'accusation du pistolet était fausse et aujourd'hui même leurs propres auteurs y ont renoncé. Donc nous sommes très sereins là-dessus. La seule chose à retenir aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle on avait arrêté irrégulièrement et détenu dans les services de renseignement militaire Salomon Kalonda était une fausse raison. C'était un prétexte, c'était une manipulation et ces auteurs n'ont pas eu le courage aujourd'hui de les soutenir devant la justice militaire. De la même manière, les autres accusations qui en découlent. L'autre chose aussi que nous devons retenir, et au regard maintenant du dossier que nous allons pénétrer, Salomon Kalonda n'a rien à faire devant une justice militaire. Et il n'est pas constitutionnellement justiciable d'une justice militaire. Et en tout état de cause, Salomon Kalonda n'a rien à faire devant aucune instance judiciaire de ces pays au regard des faits qu'on prétend lui reprocher. Reprise mercredi à Kananga, la direction générale des recettes du Kasaï central, Aimé Etiowa est le nouveau DG qui a pris officiellement ses fonctions en remplacement de Simon Toumba, révoqué pour des détournements. Dans une interview à la presse, Aimé Etiowa sollicite l'accompagnement de tous pour atteindre les objectifs de la maximisation des recettes. Solène Toumba Moufika nous fait le point. Cette cérémonie de remise et reprise s'est déroulée en toute transparence en présence des conseillers du gouverneur de province, du cadre de la direction générale de recettes du Kasaï central, de la nouvelle équipe ainsi que du représentant du directeur général sortant. Après contrôle pièce par pièce de biens trouvés au bureau du directeur, Aimé Etiowa, le nouveau directeur général de la direction générale de recettes du Kasaï central, attend l'accompagnement de tous pour accomplir sa mission. À tous les chefs de division, à tous les agents, à tous les niveaux, nous demandons un travail de collaboration. Nous demandons un travail de collaboration. On a besoin de tout le monde à tous les niveaux, à tous les échelons. On a besoin de tout le monde parce que seul on ne saura pas travailler. Seul on ne saura pas travailler. Il faut qu'on se tienne main dans la main pour qu'on travaille ensemble. À côté de son adjoint John Kabeya Kabeya et du directeur technique Célestin Kamukenji, Aimé Etiowa Kamoji a remercié les gouverneurs de province pour la confiance placée en cette forte équipe. Et nous disons merci au numéro 1 de la grande province. Nous avons cité le gouverneur John Kabeya Shikai qui a placé son dévolu à notre personne pour que nous dirigeons cette institution financière qui a pour objectif la mobilisation de recettes pour le développement de notre grande province. Notre grande province a besoin de beaucoup de recettes. Je pense qu'avec mes collaborateurs, à mes côtés, nous sommes très heureux d'occuper ce poste qui est un poste très stratégique pour la province. Il faut noter que Aimé Etiowa remplace à ce poste Simon Toumba Bala, révoqué par le gouverneur de province pour la malversation financière. Et dans le Kasaï oriental, plus d'un mois après leur nomination, les nouveaux membres du comité de gestion de la MIBA ne sont toujours pas entrés en fonction. La Confédération syndicale du Congo déplore ce retard et accuse le ministère du portefeuille de bloquer les nominations. Pour le syndicat, la situation de la MIBA requiert de la célérité. On écoute le permanent de la CSC, Basile Kamanga, au micro et à la caméra de Solène Toumba Moufika. Le président de la République a fait sa part en les nommant. Il appartient au ministre responsable du secteur de pouvoir notifier aux nouveaux nommés pour qu'ils procèdent à la remise et reprise, ainsi venir entrer en leurs fonctions. Donc nous pointons un doigt accusateur vers le ministère du portefeuille qui nous met en difficulté. Et nous disons que le ministère du portefeuille se comporte comme si la situation à la MIBA était une situation normale,
alors que nous sommes dans une urgence qui demande que le nouveau comité de gestion se mette au travail et puisse trouver des solutions en faveur de travers de l'AMIBA en particulier et de la population du Kasaï oriental en général. La situation est grave par rapport au personnel. Vous savez, bientôt c'est la rentrée scolaire. Ce personnel ne sait à quel sens se vouer. Parmi ces travailleurs, il y en a qui sont locataires, ils sont beaucoup embêtés par leurs bailleurs. Il y en a qui ont des enfants à l'université, ils attendent. Et donc, je vous signale aussi, ça fait plus de 7 mois que l'AMIBA n'a produit aucun carat de diamant. Donc, il y a lieu que la nouvelle équipe puisse descendre sur terrain et prendre possession de leurs fonctions afin de s'occuper de ces multiples problèmes qui minent la minière de Bakwanga. Au ministère du Portefeuille de faire diligence, de notifier aux nouveaux nommés à la minière de Bakwanga parce que la situation est très déplorable et que nous exhortons le ministère à ne pas se comporter comme si la situation à l'AMIBA était une situation normale. La situation à l'AMIBA requiert célérité. Autre chose, les jeunes déplacés de guerre seront bientôt pris en charge par le ministère de la formation professionnelle et métiers. Déclaration d'Antoinette Kipoulou au sortir mercredi de sa rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant. Regardez. Pour les jeunes déplacés, il y a un programme que j'avais déjà lancé au niveau du gouvernement. C'était même passé au Conseil des ministres où j'avais demandé au président de la République et le chef du gouvernement si nous pouvons mettre les systèmes de formation en ambulatoire, bon, de formation modulaire. On vient, les temps d'attendre qu'il faut construire des écoles, ceci ça peut prendre beaucoup de temps. Pourquoi ne pas acheter des tentes qui sont vraiment sous forme de maison? Et là, dans ces tentes, si c'est une tente qui prend par exemple 500 personnes, on peut cloisonner et mettre même 3, 4, 5 filières et nous commençons à préparer nos enfants. Donc c'est vraiment, si je suis venu avec cette idée pour que peut-être dans un mois, 2 semaines, 3 semaines, ou même tout de plus, on puisse lancer ce programme-là. À toute cette population, tout comme je l'ai dit, c'est vrai, ce n'est pas facile de vivre dans ce genre de conditions. Mais le président de la République est là. Il a mis tout un système pour que nous puissions encadrer. Il n'y a pas que le jeune, il n'y a pas que ceux qui ont suivi les formations ou des études, de longues études, mais il y a aussi même nos mamans qui sont là aussi que nous pouvons encadrer, même les jeunes filles mères. Comme je disais tout à l'heure que nous sommes un ministère transversal, nous travaillons aussi avec le ministère des Affaires sociales et le ministère du genre et que cette population puisse nous faire confiance, qu'ils puissent faire confiance au chef de l'État et le chef du gouvernement. Et nous sommes là, on va les encadrer. C'est pour le bien et c'est pour l'avenir de nos enfants. Revenons dans la province du Lualaba pour vous dire que le vice-ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention a consacré la journée du 16 août 2023 à la visite de quelques centres de référence de la province du Lualaba. Le ministre provincial de la Santé, l'équipe de la division provinciale de la Santé était dans sa suite. Louise Fatou nous fait les points. Au terme de cette visite, Serge Olène était satisfait de la technologie qui y est utilisée. Je viens de clôturer ici le tour de 3 centres et je dois vous avouer que je suis impressionné par ce que je viens de voir, parce que ce que j'ai vu ici comme standard, ce sont des standards qui approchent des standards internationaux par endroit. Et c'est aussi la preuve que le leadership, quand il est bien géré, ça peut produire des effets comme ça. Là, nous sommes en train de visiter les bâtiments de la DPS, l'IPS et tout. Je suis même jaloux de leur dire que même nous, au niveau central, nous n'avons pas les mêmes infrastructures qu'eux. C'est un sentiment donc de satisfaction et un sentiment de joie. Je me fais l'ambassadeur de toute la province au niveau du gouvernement central pour parler de ce que vous faites. Parce que pour moi, ça peut constituer une province pilote. Et pour la santé, j'ai vu la participation communautaire, ce que ça peut faire. J'ai vu l'implication de tous les acteurs au niveau de la base, ce que ça produit. Et je repars fier et content de ce que je viens de voir. C'est de cette façon que le vice-ministre de la Santé publique a voulu rentabiliser son dernier jour dans la province du Lualaba avant de s'envoler pour Kinshasa, la capitale.
Et il s'est tenu ce jeudi 17 août dans la salle Marguerita, l'atelier de réflexion sur les droits d'accès à l'électricité et la protection des droits humains dans le secteur énergétique. Différents cadres de base étaient conviés à cette réflexion. C'est notamment la société civile, les chefs des secteurs ainsi que les hommes et femmes de médias. Cet atelier a été organisé par l'Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains, IBJDH. Dorsen Mouteb nous fait les points. Cet atelier organisé par l'IBJDH vise à réfléchir sur le moyen d'accélérer l'accès à l'électricité des populations. En RDC en général, seuls 9% des populations ont accès au courant électrique. Il y a des questions qui méritent l'attention de tout le monde. Par exemple, nous proposons les quotas dans tout projet énergétique comme un moyen d'accélérer les droits d'accès à l'électricité. En clair, cela signifie que lorsque on met en place un projet énergétique, il faut que les promoteurs réservent un quota bien déterminé pour la consommation locale. De cette manière-là, on permettra aux communautés locales d'avoir accès directement à l'énergie électrique. Différents thèmes ont été développés, notamment le quota comme moyen d'accélérer les droits d'accès à l'électricité des populations et l'expropriation des communautés locales au profit des projets énergétiques. L'objectif est d'avoir un cadre légal. Considérons que tout projet électrique doit préserver et surtout tenir compte des droits humains. Parce que le cas de Boussanga, par exemple, a démontré que à cause de la construction de Boussanga, les communautés locales ont perdu leurs champs et il y a eu aussi d'autres problèmes sociaux et environnementaux. Ainsi, il est important de renforcer le cadre légal. Aujourd'hui, nous avons soumis nos réflexions à d'autres parties prenantes pour que nous puissions récolter les avis et les observations de manière à s'approprier tous la réflexion du réseau Mwangaza et amener les autorités à prendre des décisions idoines. Sans l'électricité, il n'y a point de développement. Les intervenants ont contribué à l'élaboration des recommandations au cours de travaux en groupe. Ces assises sont organisées pour renforcer le cadre légal sur le droit d'accès pour tous à l'électricité à Martelé. Dona Kambola, coordonnateur de l'IBJDH. Puis plusieurs enfants venus de différents horizons de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, prennent part depuis quelques semaines à des colonies de vacances sur différents sites. Un mouvement important dans l'encadrement des enfants en attendant la rentrée scolaire. Sarah Katebe nous fait les points. Ici, ces vacanciers âgés de moins de 16 ans ont jusqu'à la semaine prochaine pour apprendre des cours de danse, des chants, ainsi que des notions basiques de secourisme et du vivre ensemble qui leur sont dispensées par une dizaine de bénévoles de l'église catholique. Il y a plusieurs jeux. Il y a la danse, les secourismes, ça s'apprend en faisant des jeux, les premiers soins, plusieurs trucs qu'on les apprend ici. La Bible aussi. Les parents doivent amener leurs enfants ici parce qu'à la maison, ils se distraient à jouer avec la saleté. Mais ici, il y a plusieurs choses. La danse, la Bible, apprendre à vivre en communauté et tout. Cette colonie est également une façon d'occuper ces écoliers en cette période des vacances afin de lutter contre leur présence dans les rues et les kidnappings d'enfants. C'est une occasion aussi pour eux de se créer des très beaux souvenirs. Je m'amuse bien et que je suis en train de jouer bien. C'est bien ici, on s'amuse. Il y a des tas de choses à apprendre. On apprend des choses pour Dieu. Nous apprendrons de jeux. J'ai choisi de venir à la colonie parce que c'est un centre d'éducation pour les enfants. On aimerait que les enfants puissent venir pour qu'on soit nombreux. Chaque année, nous attendons que les parents puissent inscrire leurs enfants à la colonie. À Kolwezi, la gestion des enfants pendant les vacances est un vrai casse-tête pour plusieurs parents. Ainsi, toute initiative visant à encadrer les enfants, surtout en période de vacances, est toujours soutenue et encouragée par ces derniers. Et pour finir, en bref, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a effectué ce jeudi 17 août une descente au camp Lufungula pour s'enquérir de la situation après l'incendie survenu dans la soirée du mercredi. Il a rassuré les sinistrés qu'une étude est en cours pour leur prise en charge par l'État congolais.
Et voilà qui met un terme à cette édition de journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous.